La RTS, voici les titres de ce 20h. Le chef de l'État a reçu les Sénégalais du Qatar. Au menu de cette audience, des questions comme l'accès au logement, le renouvellement des passeports et des bourses pour certains étudiants. C'était en marge du séjour de Macky Sall à Doha. Kédougou, face à la malnutrition sévère, beaucoup d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans souffrent. L'UNICEF a doté les structures de santé d'éléments thérapeutiques pour contenir cette malnutrition. Et puis nous irons dans l'univers des taxis, les classiques jaunes et noirs de plus en plus nombreux à Dakar. Les difficultés sont nombreuses et parmi elles le prix du carburant. Taximan, un job d'incertitude, ce sera le reportage du jour. La communauté sénégalaise vivant au Qatar, reçue par le chef de l'État, c'est en marge de la visite de travail que Macky Sall effectue à Doha. Durant cet entretien, nos compatriotes ont listé un certain nombre de doléances comme l'accès au logement, le renouvellement de leur passeport ou encore l'octroi de bourses pour certains étudiants. Reportage de nos envoyés spéciaux Youssou Sagna, Khadi Touré, Ousseynou Ndoye et Khadikat. Comme il a l'habitude de le faire lors de ses déplacements à l'étranger, le chef de l'État a rencontré les Sénégalais vivant au Qatar. Ces derniers sont pour la plupart des sportifs ou des étudiants en arabe. Le président Macky Sall, venu prendre part au 13e Forum international de Doha, a échangé avec la communauté sénégalaise. Les préoccupations de ces Sénégalais ont pour nom l'accès au logement, ce qui va faciliter le retour au bercail, l'octroi de bourses pour les étudiants. Ils sont également confrontés à des problèmes de papier, notamment le renouvellement du passeport. Les Sénégalais ont tenu à manifester tout leur soutien au président Macky Sall. Ils n'ont pas manqué également de saluer les actions menées par le gouvernement pour une bonne gouvernance au Sénégal où la corruption, le détournement des deniers publics et le gaspillage seront bannis. Un Sénégal où les droits de l'homme seront respectés. Le chef de l'État, après avoir écouté les Sénégalais, les rassure pour ce qui est de l'accès à l'habitat. Il leur suffit de s'organiser en coopérative d'habitat pour qu'on puisse leur donner un quota. Le problème des passeports, qui est un problème commun à tous les Sénégalais de l'extérieur, va aussi trouver une solution définitive. Des directives ont été données au ministre des Affaires étrangères qui va travailler avec son collègue de l'Intérieur. Les Sénégalais de l'extérieur sont les premiers pourvoyeurs de ressources au pays. C'est pourquoi, dira le président Macky Sall, toutes les dispositions seront prises pour que leurs droits soient respectés dans les pays d'accueil. Ici à Dakar, le Premier ministre Abdoul Mbaye a reçu un émissaire du chef de l'État angolais. Le ministre conseiller Salambi Makiadi Neves était porteur d'un message du président Eduardo dos Santos à son homologue Macky Sall. Il est au micro de Amadou Ahamtiam. Le président José Eduardo dos Santos m'a chargé de venir remettre un message au président Macky Sall de la République du Sénégal qui est absent. Je l'ai remis au Premier ministre qui va le transmettre à qui de droit. Le président angolais réitère le souhait du gouvernement angolais de voir les relations d'amitié et de coopération existantes entre l'Angola et le Sénégal. Donc, le message est fermé. Je ne sais pas ce qui se trouve là-dedans. Le développement du continent africain passe forcément par l'indépendance énergétique. C'est le constat fait lors du 11e sommet de l'énergie en Afrique qui se tient actuellement à Dakar. Les experts préconisent la mise en place de politiques énergétiques régionales pour sortir de la dépendance. Alioune Badarakan. Des perspectives économiques bien sombres. Le déficit énergétique compromet le développement du continent africain. Aucun pays n'est à l'abri. Le niveau élevé de dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur qui constitue un lourd fardeau pour nos finances publiques. La faible diversification des sources d'énergie pour la production d'électricité. La cherté des coûts de revient de l'énergie. L'insuffisance des ressources financières nécessaires pour réaliser les investissements attendus. Le salut passerait peut-être par l'intégration régionale. Les pays ont intérêt à fédérer leurs efforts pour prétendre à l'indépendance énergétique. C'est indispensable. Vous avez des pays qui ont un immense potentiel comme la Guinée qui ne sont pas valorisés. Vous avez des pays qui ont d'immenses besoins.
Je rappelle bien que produire n'est pas seulement le problème, mais échanger, transporter l'énergie est très difficile et très coûteux. Alors c'est ce réseau qui permettra de faire en sorte que nous puissions interconnecter les États. Autant de solutions que les experts ne vont pas manquer de proposer aux décideurs. Il est temps d'agir. La facture énergétique reste un boulet pour nos économies. Environ 8 000 milliards de francs CFA, c'est le montant du déficit du financement extérieur annuel pour offrir une éducation de base dans les pays à faible revenu. C'est ce que rappelle le rapport mondial de suivi de l'éducation publié par l'UNESCO. Ce déficit qui a augmenté ces dernières années jusqu'à 26 milliards de dollars affecte principalement la réalisation de l'éducation primaire universelle, second objectif du millénaire pour le développement. La synthèse du document avec Mbaye Thiam. Ces données sont publiées lors de la consultation mondiale sur l'éducation tenue récemment à Dakar. Le document d'orientation intitulé « Rendre l'éducation abordable d'ici 2015 et au-delà » note clairement une stagnation de l'aide apportée à l'éducation de base dans les pays à faible revenu. Avec 3 milliards de dollars par an, ce déficit est passé en 3 ans de 16 à 26 milliards de dollars. Malgré l'augmentation de 3 milliards des dépenses nationales consacrées à l'éducation dans ces pays, ces efforts ne représentent que la moitié de la somme nécessaire pour atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Comment combler ce gap? L'UNESCO, à travers cette étude, invite les gouvernements et les donateurs à accorder la priorité à l'éducation, ce qui varie d'un pays à un autre. Selon l'UNESCO, ce déficit est dû en partie par le non-respect des engagements pris en 2000 par les pays donateurs. Ainsi, de concert avec les pays et les gouvernements, des efforts doivent être multipliés pour que le financement ne soit plus l'obstacle majeur de l'éducation pour tous, recommande l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture. Autre recommandation de l'UNESCO, chaque pays doit consacrer 20% de son budget à l'éducation. Ainsi, 12 milliards de dollars pourraient être mobilisés d'ici 2015. Une meilleure gestion des ressources naturelles pour les consacrer à l'éducation, des ressources additionnelles suite au régime fiscal sont aussi autant de pistes pour financer l'éducation dans les pays pauvres, sans oublier une réorientation de l'aide consacrée à l'éducation de base dans les pays à faible revenu. Pour réduire ce gap, il y a lieu pour les pays donateurs de respecter également les 0,7% de leur revenu national brut affecté à l'aide au développement. Le cumul de tous ces mécanismes de financement permettrait, selon l'UNESCO, de rééquilibrer le déficit de financement de l'éducation. Entre recommandations et volonté des États, l'UNESCO espère faire jouer le partenariat et la solidarité internationale pour atteindre d'ici 2015 l'objectif de l'éducation pour tous, ou presque. Fin de la 11e revue du programme décennal de l'éducation et de la formation. Le PDF qui disparaît également au profit du paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. La cérémonie de clôture de cette revue était présidée par le ministre de l'économie et des finances, Moussa Mané. Présents à cette cérémonie de clôture, les différents ministres ont salué le travail remarquable effectué par les techniciens des différents départements en charge de l'éducation et de la formation pour la préparation de cette revue. Je profite de toutes les occasions pour réitérer à l'ensemble des partenaires sociaux mon appel pour qu'on puisse observer une pause, centrer toutes nos préoccupations sur l'apprenant et essayer par le dialogue de continuer à résoudre les difficultés que nous avons. Le nouveau programme paquet adopté a l'ambition de relever beaucoup de défis, qualité, équité et transparence. De leur côté, les partenaires ont renouvelé leur engagement. Ainsi, c'est pour moi l'occasion de remercier à nouveau nos partenaires qui nous ont apporté leur soutien constant. Ce soutien se matérialise à nouveau car ils ont bien voulu adopter et endosser la lettre de politique générale et le paquet qui s'enrichira des directives présidentielles issues des concertations sur l'enseignement supérieur. Les participants ont exprimé un satisfecit global. Néanmoins, ils restent convaincus qu'il faut aller vers une large concertation dans le secteur de l'éducation. Nous sommes tout à fait satisfaits par les propos des différents ministres. Nous allons tout de suite commencer la campagne de sensibilisation et d'information afin de mieux vulgariser les préoccupations contenues dans le paquet. Au sortir de cette revue, un constat est fait. Il faut nécessairement créer une synergie entre les différents ministères en charge de l'éducation et de la formation. Ceci pour l'atteinte des objectifs du nouveau paquet à l'horizon 2025.
C'est l'un des titres de ce 20h à Kédougou. Beaucoup d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans souffrent de malnutrition sévère. Des efforts importants sont déployés par l'UNICEF en dotant les structures de santé de la région d'éléments thérapeutiques. Les relais communautaires jouent aussi un rôle important dans la lutte contre la malnutrition. Diana Badia. Il souffre de malnutrition sévère. Ce petit garçon d'un an n'a jamais rampé. La maman qui était à la recherche d'un guérisseur a été orientée vers le poste de santé de Kédougou par un relais communautaire. Je suis arrivé à la convaincre pour l'orienter au niveau du Keren, du centre de santé de Kédougou. La structure est bien fournie en aliments thérapeutiques. Juste après la consultation, l'infirmière de garde se charge de préparer au petit un mélange de céréales et de lait enrichi. Cela est possible grâce à un programme de l'UNICEF en appui aux actions de l'État, sans oublier les ONG qui ont recruté les relais communautaires. Le rôle qui est assigné à ces derniers est bien défini. Les relais communautaires doivent aider au suivi, pour rappeler les rendez-vous, pour aller voir est-ce que l'enfant est pris en charge correctement, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il faut le reconnaître, ce programme il est en train d'être mis en place. Des études ont montré que la malnutrition sévère des enfants âgés de 6 mois à 5 ans est en partie imputable à l'activité aurifère. La situation est plus critique dans les zones où l'exploitation de l'or est plus intense. C'est le cas des départements de Saraya et de Kédougou. Les populations ont tendance à abandonner les cultures vivrières pour la recherche du métal précieux. Les enfants sont aussi exposés aux produits toxiques utilisés sur les sites d'orpaillage. Au niveau de ces zones d'orpaillage, l'environnement déjà est, je ne dirais pas très malsain, mais pas très propre par rapport à une situation qui pourrait aider à une amélioration de la santé des enfants. C'est pourquoi à ce niveau-là, il y a beaucoup de problèmes de diarrhée, souvent, chez les enfants. Le caractère nomade des orpailleurs rend le suivi sanitaire des enfants aléatoire. En plus, en termes de couverture médicale, la région ne dispose pas d'un seul pédiatre. Comment identifier des stratégies pour réduire considérablement les inégalités et iniquités dans le domaine de la santé en Afrique? Le colloque francophone international sur les inégalités sociales de santé en Afrique se penche sur la question. C'est une initiative de l'ONG Action et Développement en partenariat avec l'UNICEF et d'autres partenaires. Fatou Diouf. Sur 10 personnes, seuls 2 ont accès à des services de santé de qualité. Les plus vulnérables restent les populations rurales, surtout les femmes et les enfants. L'ONG Action et Développement s'interroge alors sur les politiques susceptibles de réduire les inégalités d'accès à la santé en Afrique. Tout le monde n'a pas accès aux mêmes services de santé, à la qualité des services de santé. Tout le monde n'a pas les moyens financiers pour avoir accès. Il y a des questions de territorialité qui se posent. Donc tout ceci creuse des inégalités sociales de santé. Par rapport au Sénégal, les grandes barrières sont représentées par le coût d'utilisation, la disponibilité, le coût de médicaments, le coût de transport. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en place pour adresser justement ces problèmes, mais beaucoup reste à faire. Plan Sésame, gratuité de la césarienne dans certaines régions du pays. Le Sénégal vise maintenant la couverture maladie universelle pour mieux assurer aux plus démunis l'accès à des soins de qualité. Cela exige une approche multisectorielle. La lutte contre les inégalités de santé requiert en effet une approche multisectorielle, une implication de tous les intéressés, secteur public, secteur privé, mais aussi la société civile. D'éminents experts du pays et de l'étranger vont se pencher sur les questions de la planification familiale, la santé maternelle et infantile et sur les inégalités sociales de santé. Ainsi, les gouvernements africains vont pouvoir s'orienter vers l'élaboration de politiques de santé fondées sur plus d'équité et de justice sociale. Dans le domaine de la santé toujours, la ville de Rufisque dispose désormais d'une infrastructure de renommée internationale. Il s'agit de la Polyclinique Louis Pasteur, un établissement médical doté de matériel moderne de dernière génération. La cérémonie d'inauguration a permis aux Rufisquois de s'assurer de la qualité du dispositif de soins mis en place. Lamine Touré.
L'acte est solennel. La clinique Louis Pasteur, la référence, dévoile ainsi officiellement dans la vieille ville un centre de diagnostic complet rénové avec un plateau médical relevé pour répondre aux attentes des malades. Financée à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA, cette infrastructure sanitaire dispose d'une gamme de services qui le situe en bonne position. Parmi ces services, une mammographie équipée d'une table télécommandée, une maternité, un bloc opératoire, bref, tous les soins médicaux sont assurés avec ce bijou. On a voulu investir dans le high-tech parce qu'on se rend compte que le parc sanitaire au Sénégal est assez vieux. C'est un parc qui date de 25 à 30 ans. Nous, on a des appareils de dernière génération. Les appareils que nous avons actuellement à la Polyclinique Louis Pasteur de Rufisque, c'est les mêmes appareils que vous allez trouver à Casablanca, c'est les mêmes appareils que vous trouverez à Paris. Donc c'était ça le défi qu'il fallait relever. On a créé ce centre de diagnostic pour capitaliser tous ces moyens de diagnostic sur place et en temps réel. C'est ce qui fait notre différence par rapport aux structures qui sont à Dakar. C'est la rapidité, mais surtout la fiabilité du diagnostic. Autorités administratives, municipales et religieuses sont venues massivement assister à cette inauguration. Les prestations qu'elle propose embrassent tous les aspects de la médecine, allant du diagnostic médical et paramédical aux soins les plus diversifiés, comme leitmotiv, maintenir sur place les gens qui veulent rester et se soigner à Rufisque. Pour répondre au slogan « La santé pour tous », ce joyau offre un service de qualité accessible aux couches les plus démunies. Ce 25 mai sera célébrée la journée de l'Afrique. Cette année coïncide avec le cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Le comité chargé de l'organisation, composé de 29 ambassadeurs africains accrédités au Sénégal, s'active déjà pour la réussite de la manifestation. Nous écoutons son Excellence Auguste Parena, vice-doyen, et Emma Konaté de la société civile au micro de Seydina Alioune Fall. Pour célébrer la journée de l'Afrique ici au Sénégal, le groupe, dans le dessein de réussir de manière très appropriée, a décidé d'orienter ses activités vers 3 volets principaux, à savoir une conférence portant sur le panafricanisme et la renaissance africaine et la cérémonie officielle qui verra sa valeur rehaussée par des discours, des spectacles culturels et une soirée gastronomique. De tels événements auront respectivement lieu le 23 et le 25 mai à l'hôtel King Fahd Palace. Enfin, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier très chaleureusement les Sénégalais et le gouvernement du Sénégal à travers le ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur. À l'instar donc de la célébration du cinquantenaire, nous proposons de faire une manifestation à Rufisque sur place. Il faut un peu décentraliser les choses, que tout ne se passe pas à Dakar. C'est la société civile cette fois-ci qui s'en occupe. Nous aurons du 23 au 26 mai des manifestations, des conférences, des expositions et des spectacles avec la communauté, les différentes communautés qui vivent à Rufisque là-bas. Et puis à compter de ce jour, vous allez pouvoir suivre tous les jours des sujets relatifs à la célébration de ce cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine dans nos différentes éditions. Au Nigeria, l'armée a lancé une offensive contre les bases de la secte Boko Haram située dans le nord-est du pays. Mais l'opération inquiète les populations qui préfèrent le renseignement à l'usage de la force. Des soldats nigérians patrouillent dans des rues désertes de Maïdougouri. L'armée contrôle plusieurs localités de l'état de Borno, des zones reprises aux islamistes de Boko Haram à la suite d'une vaste offensive. Mais pour une bonne frange de la population locale, l'usage de la force est moins efficace que le renseignement. Si vous voulez identifier les terroristes et les arrêter, vous devez vous habiller comme eux et les infiltrer. Vous ne déployez pas des soldats. Ces critiques semblent laisser indifférente l'armée nigériane. Elle a décidé lundi d'envoyer 1000 hommes en renfort dans les 3 États du Nord-Est pour intensifier les opérations contre les bases de la secte islamiste Boko Haram. Des opérations qui inquiètent certains habitants.
Le danger est que les soldats, au cours de leur assaut, tirent sur des innocents, ce qui pourrait provoquer des frustrations chez nombre de nos compatriotes et inciter quelques-uns à rejoindre les rangs des terroristes. Nous appelons les soldats à la plus grande sévérité vis-à-vis de ceux qui sont impliqués dans des actes terroristes. Mais nous souhaitons qu'ils épargnent les innocents. Comme de nombreux pays voisins du Nigeria, le Cameroun connaît un afflux de personnes qui fuient des affrontements entre l'armée et Boko Haram. Une situation que les autorités camerounaises affirment suivre de très près. Amnesty International et le Haut Commissariat des Nations Unies plaident pour la ratification du protocole international relatif aux droits civils et politiques. Le document vise l'abolition de la peine de mort, une mesure certes interdite au Sénégal, mais notre pays n'a pas ratifié le protocole international. Ndeye Aïda Dia. Plus de peine de mort au Sénégal, officiellement depuis 2004. Pour autant, le Sénégal n'a pas encore ratifié le protocole international relatif à son abolition. C'est pour sensibiliser les différentes parties prenantes sur la nécessité de formaliser cet engagement au niveau international que cette rencontre a été organisée. Le réflexe le plus en tout cas élémentaire était quand même d'être signataire de ces conventions. Parce qu'une fois que le Sénégal est parti à une convention, donc la convention quand même a, au regard de la hiérarchie des normes, a une suprématie supérieure au droit positif. Et là, en ce moment-là, on ne peut plus quand même revenir en arrière. Le Sénégal a déjà aboli la peine de mort depuis 2004, après être resté plusieurs décennies même sans la pratiquer. Il s'agira pour cette question certainement d'une formalité qui relève de la compétence de l'Assemblée nationale. L'abolition de la peine de mort est une tendance mondiale. L'objectif est de prévenir au maximum des erreurs judiciaires qui pourraient exister. On a déjà découvert dans les pays aussi beaucoup plus développés sur le système judiciaire et sur l'état des droits qu'il y a des fautes dans l'application de la loi. Une fois qu'on a condamné et exécuté quelqu'un à la peine de mort et qu'on découvre des années après qu'il était innocent, qu'est-ce qu'on va faire? Un second protocole se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques et socio-culturels a également été discuté. Ce protocole comprend le droit au travail, à la santé, à l'éducation, à la sécurité sociale, le droit de participer à la vie culturelle, entre autres. Le Magal de Kazou Rajab, prévu le 6 juin prochain au comité régional de développement, s'est tenu à Diourbel. Le gouverneur de la région a exhorté les chefs de service et les responsables de sociétés nationales à faire preuve d'engagement pour la réussite de cet événement religieux. Le Kazou Rajab célèbre la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife de Serigne Touba. Le compte-rendu de Abdoul Aziz Ban. Au cours de ce comité régional de développement, toutes les questions liées à une bonne organisation de l'événement ont été passées en revue. Il s'agit entre autres de la sécurité, de l'assainissement, de la santé et de l'électricité. À tous les niveaux, les responsables concernés se sont engagés à faire mieux que par le passé. Le gouverneur a tenu à rassurer la délégation conduite par Serigne Abdou Fatah Mbacké. Le redire tout l'engagement du CRD à concrétiser la volonté du chef de l'État de faire de telle sorte que l'assistance nécessaire, l'appui nécessaire soit apporté aux chefs religieux dans l'organisation de leurs manifestations. Donc tous ces besoins ont été recensés, quantifiés et des dates également ont été déterminées pour la mise en œuvre. En vérité, dès le 28, on doit être dans la préparation du Magal, pleinement dans la préparation du Magal. La 127e édition du Magal de Kazou Rajab est prévue le 6 juin prochain. Ce Magal célèbre la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife général des Mourides. L'association Bambara Sabounioua a organisé une grande soirée culturelle appelée la danse des masques à Latmingué. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour revisiter la culture en présence de la jeune génération. Un plaidoyer contre la dégradation de la nature et de l'environnement a été fait. Claire Diop. Dans la nuit profonde, sous le son du tam-tam des masques en transe, le spectacle est inédit.
Voilà 7 ans que l'association Bambara Sabou Nyouma organise de telles activités ici à Latmingué. Le refus de tomber dans l'oubli est affiché. Les différentes facettes d'une culture lointaine montrées à la jeune génération voyagent à travers le temps. Chacun va admirer ce qui va se passer. Et les gens maintenant prendront conscience du dégât qu'ils ont causé à la nature, qui a fait qu'effectivement ces êtres-là qui étaient parmi nous, qui ont disparu, étaient tellement jolis, tellement sociables, qu'aujourd'hui, si on pouvait les faire revenir, ça allait beaucoup contribuer à notre vie. Le plaidoyer qui est fait non à la dégradation de la nature et de l'environnement, l'association Sabou Nyouma œuvre également dans le social. On a pu quand même créer des champs collectifs au niveau d'une grande partie de la communauté qui sont effectivement des villageois. Des champs collectifs qui leur permettent de constituer des stocks de sécurité alimentaire, mais aussi de mettre en place des systèmes autogérés d'épargne et de crédit. Face aux enjeux de l'heure, des stratégies vont être déroulées pour un bon encadrement de la communauté Bambara. De faire aussi un tour de sensibilisation de la communauté par rapport aux réalités actuelles, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté. Donc il faudrait que les gens pensent aussi à conduire les enfants à l'école, à les initier, parce que la communauté Bambara, vous savez, bon, c'était difficile, les gens n'allaient pas souvent à l'école. Les Bambara de la zone se sont regroupés au sein de l'association pour revaloriser leur culture. La vision est également de passer le flambeau à la jeune génération. Cette nuit de la danse des masques est un des plus grands spectacles de la sous-région. Elle rappelle les profondes traditions mandingues inspirées des rites dogons du Mali. Simon Sen, lauréat du diplôme de sérérité, l'artiste a reçu cette distinction lors de la journée culturelle organisée par l'organisation Tiosan Serer en partenariat avec l'association Le Lien. Salut Sec. Aéroport Léopold Sédar Senghor, l'ambiance était au rendez-vous. Parents, amis et fans se sont déplacés pour accueillir Simon Sen. L'artiste a reçu en France le diplôme de sérérité suite à une journée culturelle organisée par l'association Tiosan Serer en partenariat avec l'association Le Lien. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir été choisi comme l'ambassadeur de la culture sérère. J'apprécie aussi l'accueil qui m'a été réservé par mes parents, amis et fans. Et mon Koromak aussi, ils sont tous là. Le public présent à l'aéroport s'est réjoui de cette distinction. Il a été relevé aussi comme ambassadeur de la musique sérère. Alors tout cela vraiment c'est une fierté pour le peuple sénégalais, en général aussi le monde sérère. L'artiste a dédié ce diplôme au président de la République Macky Sall. Simon Sen prépare son anniversaire prévu le 15 juin, date à laquelle il va vraiment fêter ce diplôme. Le festival Handicapable en Action, c'est un projet initié par l'artiste Pape Niang. Au menu de ce festival, dont le lancement a eu lieu à Doutasek, des activités culturelles et une série de formations pour les personnes handicapées à Médicure. C'est dans cette ambiance magique que le lancement du festival Handicapable a eu lieu. Autour de l'artiste Pape Niang, des personnes conscientes que le concept d'handicapable peut aider les handicapés à sortir de la mendicité. Tout le monde vit avec un handicap. Il n'est pas dit que parce qu'on a un manquement qu'on est handicapé. Le jeune qui se lève un jour et qui n'arrive pas vraiment à nourrir sa famille, il a un handicap. Handicapable va proposer pendant 3 jours des activités culturelles et des ateliers de renforcement de capacités destinés aux femmes. L'occasion sera aussi saisie pour lancer un single qui a pour objectif d'inciter les handicapés à briser les chaînes de la dépendance et dire ainsi stop à la mendicité. Avec nos handicaps, nous pouvons aller de l'avant. Nous n'avons pas le droit de croiser les bras. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des individus. Quels que soient les concepts socio-culturels dans lesquels nous vivons, nous sommes en situation de handicap, certes, mais nous avons nos devoirs et nos droits dans la nation.
Le festival est ainsi lancé, quelques bonnes volontés se sont déjà manifestées, mais l'artiste Pape Niang lance un appel, un cri du cœur pour venir soutenir cette initiative, plus que citoyenne. Vous êtes pressé, vous n'avez pas de voiture, pas question non plus de marcher ou de se risquer dans un transport en commun. Il vous reste alors le taxi, classiquement appelé jaune et noir. Les taxis sont de plus en plus nombreux dans la capitale, mais ils font face à beaucoup de difficultés dont le prix du carburant. Taximan, un job d'incertitude, c'est le reportage du jour signé Aïssatou Dioptal. Ces voitures peintes généralement en jaune et noir font partie du décor de la circulation dakaroise. Le nombre de taxis est en hausse constante dans la capitale, ce qui génère quelques inquiétudes chez les exploitants. Posséder un permis est nécessaire, mais pas suffisant pour un taximan. Un fonctionnaire n'avait pas le droit d'avoir un taxi auparavant. Il y avait des règles strictes pour avoir un agrément. Mais il n'y a plus de contrôle car les responsables ne le font plus. Et pour être en règle, il faut avoir la carte grise et la patente aussi. Conduire un taxi comporte beaucoup d'incertitudes. Où trouver les clients, quel est le plus court chemin, comment échapper au contrôle ou aux embouteillages. Beaucoup de questions dont la réponse n'est pas évidente. Et puis, tout le monde ne prend pas ce moyen de transport. Le taxi, c'est pas sûr. Parfois, il t'amène dans des endroits que tu ne connais même pas. En plus, c'est cher. À l'opposé de ce jugement, de nombreux usagers trouvent des avantages certains au taxi. C'est plus rapide et que des fois, les taximans, bon, c'est moins cher des fois. Tu peux marchander et tu peux prendre, c'est plus rapide alors que les Ndiaganiaï, des fois, ils traînent. C'est pour cela que les gens préfèrent prendre le taxi. Tous les matins, je prends le taxi parce que je trouve que c'est plus économique, il y a un gain de temps. Par rapport aux autres transports, en commun, c'est lent. Jadis, posséder un taxi n'était pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, le secteur s'est élargi et, avec le mouvement, les problèmes. Le carburant est très cher, les agents de la circulation aussi sont exigeants avec nous. Et c'est très difficile, seul l'État peut nous aider. Parfois, tu as toutes les pièces, mais celui qui ne les a pas au complet peut être plus libre que toi. Le coût du carburant, impossible à répercuter sur le tarif des courses, n'est pas le seul problème. Le laisser-passer pour sortir de la capitale reste un casse-tête. Avant de sortir de Dakar pour aller dans d'autres régions, il vous faut le laisser-passer. On a toutes les difficultés pour l'obtenir. Parfois, il nous arrive même de prendre un client à l'aéroport, mais difficile de l'amener hors de Dakar. On demande donc qu'on abroge la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Autre misère des taxis classiques, la rude concurrence des clandos. Si une personne va jusqu'à décider de partager un taxi, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Le taxi, c'était pour plus de sécurité. Il n'y a pas de bénéfice avec les taxis clando. Chaque personne paye 1100 francs, ce qui fera 4400 francs. Entre les impératifs de versement, le coût du carburant, il faut négocier fermement le tarif avec des clients toujours exigeants, mais surtout enclins à proposer des sommes trop justes à l'absence de compteur. Il faut du flair pour conduire un taxi. La capitale sénégalaise abrite une conférence internationale sur les sports et la propriété intellectuelle. Il s'agit de faire de l'Afrique un continent d'industrie sportive. La rencontre de Dakar va définir des stratégies nationales pour chaque pays d'Ahaba. L'Afrique, après les Caraïbes, l'Amérique latine prend le relais. La réflexion sur sport et propriété intellectuelle, même si elle est nouvelle sur le continent, elle est rentable. Je prends l'exemple de l'Euro 2012, dont les organisateurs ont annoncé qu'il leur a rapporté en termes de droits de retransmission 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est quoi? C'est presque 640 milliards de nos francs CFA pour la seule Euro 2012. Et multiplier ça par toutes les autres disciplines sportives, que ce soit les disciplines, les sports d'hiver comme le sport d'été, vous voyez vous-même l'impact. Ramener à l'Afrique, combien d'athlètes africains
et d'athlètes féminines africaines brillent en ce moment hors du continent africain. Les athlètes restés aussi au pays doivent prendre également conscience de leur plus-value dans le secteur économique. Prenez par exemple la coiffure de Balagaï ou le comportement, les bacs de Yekini. Tout cela n'est pas exploité au profit du titulaire. Est-ce que vraiment le fait de former de jeunes sportifs ici en Afrique et de les transférer en Europe ne doit pas permettre à ceux-là qui les ont formés d'en bénéficier? Autant d'interrogations, mais elles sont prises en compte par la rencontre de Dakar. Elle mise sur la promotion des stratégies nationales. Il faut une stratégie cohérente et pour vraiment voir où nous avons les avantages et comment nous pourrions optimiser les bénéfices. Dans l'agenda de cette conférence sur sport et propriété intellectuelle, les stratégies de développement de sponsoring, les propriétés olympiques et les protections des compétitions sportives majeures, entre autres. Chacune de ces questions va être abordée avec à l'appui un modèle de référence. En bref, la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football beach soccer, le tirage au sort s'est déroulé aujourd'hui au Maroc. Le Sénégal, champion en titre, va évoluer dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, le Maroc, Madagascar et le Ghana. Les Lions débutent la compétition demain après-midi face à Madagascar. Jeudi, le Sénégal joue contre le Ghana et vendredi face au pays organisateur, le Maroc. L'équipe du Crédit Mutuel de Ziguinchor a remporté la coupe du président du conseil d'administration de cette institution. Elle a battu l'équipe de Tambacounda 1-0. Le tournoi s'est déroulé dans le cadre des journées d'intégration entre agents du Crédit Mutuel sénégalais à Amity Diop. La deuxième édition du tournoi du Crédit Mutuel du Sénégal, doté du trophée du président du conseil d'administration, a vécu au terrain Djambar. Cette année, la finale s'est disputée entre l'équipe de Ziguinchor et celle de Tamba. Après 1 heure de jeu, l'équipe de Ziguinchor marque le but de la victoire et remporte le tournoi organisé dans le cadre des journées d'intégration du Crédit Mutuel. L'heure est arrivée pour que le CMS, qui est une famille, puisse œuvrer d'une voix et d'une famille pour conquérir davantage de parts de marché et se lancer définitivement vers sa modernisation et vers son ouverture. Ce fut un véritable challenge, un grand défi à relever, car du début du tournoi à la fin qui nous réunit aujourd'hui, il y a un long chemin parcouru. Pour cette deuxième édition du tournoi, pas moins de 800 agents venus de toutes les régions du Sénégal ont fait le déplacement. Des retrouvailles qui ont aussi enregistré la présence des autorités étatiques. Le sport, c'est d'abord des valeurs. Et en organisant cette compétition, le CMS a voulu mettre en avant ces valeurs. N'est-on pas allé vers les Jeux olympiques en trêve pour permettre de valoriser ces valeurs? Une journée d'intégration et de communion entre les agents du CMS, une banque proche de ses travailleurs, mais aussi de sa clientèle. C'est la fin de cette édition. Ibrahim Mboup sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.